vous en remercie et aussi pour vous souhaiter la bienvenue ce soir. C'est vraiment un plaisir de voir que vous êtes extrêmement nombreux. Avant de passer la parole à Valérie Didlon, parce qu'en l'occurrence, c'est lui que vous êtes venu écouter à propos de son ouvrage, je voudrais vous faire part de 2-3 petites considérations qui sont liées à, je dirais, au véritable honneur et au réel plaisir que c'est pour moi d'être ici ce soir avec vous. Ce sont des considérations qui sont de nature très différente. On pourrait dire qu'elles sont d'ordre culturel, intellectuel, sentimental. Donc il y a un peu de tout. Elles sont aussi historiques. Quand je dis historique, c'est peut-être moins la grande histoire de l'architecture qui est convoquée ici, mais aussi les petites histoires, et les petites histoires qui nous ravissent. Je vais laisser la parole à Valérie. Nous prendrons le temps, après sa présentation, d'en discuter. Learning from Las Vegas, aujourd'hui, ça nous apparaît à tous comme un classique de la littérature architecturale. C'est un livre qui a été traduit dans une dizaine de langues. Donc là, vous voyez quelques-unes des éditions de ce livre dans d'autres langues, dont l'édition française en bas à gauche, chez Mardaga en 1978. Auprès des lecteurs, il n'y a pas de classique. Donc ce qui est intéressant avec les controverses, c'est qu'elles divisent, bien sûr, les gens ne sont pas d'accord, qui se bagarrent, mais en fait aussi elles finissent par rassembler, notamment quand un livre devient un classique. En fait, les controverses, elles font société. C'est souvent dans les disputes que la société se fait. Donc la petite société des architectes, elle s'est aussi construite à travers des controverses, et c'est en étudiant des controverses architecturales qu'on peut comprendre comment le monde des architectes fonctionne. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce travail. Alors le premier thème, c'est celui donc de la Révolution. Alors c'est pendant l'année 1968 que pour la première fois Learning from Las Vegas va paraître sous la forme d'un article publié dans la revue The Architectural Forum aux États-Unis, qui est la principale revue d'architecture américaine. Et donc c'est pendant l'année 1968 que les Venturi vont mettre le feu aux poudres en publiant cet article qu'ils ouvrent par une phrase particulièrement provocatrice, puisqu'elle dit « Apprendre du paysage existant est pour un architecte une manière d'être révolutionnaire ». Et au mois de janvier 69, quand les étudiants vont présenter le résultat de leur travail, les étudiants vont faire une affiche qu'ils vont coller partout dans le bâtiment de l'école d'architecture de Yale. Et vous voyez qu'en fait, ils appellent Learning from Las Vegas The Grand Proletarian Cultural Locomotive. Ici, il faut bien sûr allusion à la révolution culturelle chinoise qui se déroule à cette époque-là. Et d'une certaine manière, peut-être pas directement à la révolution culturelle chinoise, mais en tout cas aux événements de 1968 qui ont vu entre autres des étudiants maoïstes, notamment à Paris, jouer un rôle très actif dans les soulèvements de 68. Donc là, c'est des étudiants américains qui font un peu une référence aux révolutions qui se passent dans le monde à ce moment-là. Alors ces deux événements révolutionnaires vont en fait trouver un écho très rapidement, absolument disproportionné par rapport à ce qu'ils sont, à savoir un article dans un magazine d'architecture et un studio d'enseignement dans une école d'architecture. Alors les Venturi sont attaqués là très violemment, très directement, et ils vont répondre à cette mise en cause dans les colonnes de The Architectural Design par une lettre qu'ils vont envoyer aux éditeurs. Et d'emblée, dans cette lettre, ils vont s'élever d'abord un peu contre cette leçon de morale faite par un Anglais aux Américains, dans lesquels ils voient un peu de condescendance. Et puis ils vont réfuter cette idée qu'ils auraient abandonné toute posture critique et abandonné toute aspiration humaniste du simple fait qu'ils se sont intéressés à une ville qui existe. Au contraire, ils vont assurer que l'architecte qui commence avec ce qui existe, la ville américaine normale, est moins dangereux et plus efficace que ceux qui recourent à la rhétorique simpliste de l'utopie. Donc là, ils attaquent Paulet, et à travers lui, ils attaquent tous les architectes utopistes que Martin Paulet ou The Architectural Design défend, comme Archigram, par exemple. Donc, ce qui est assez intéressant, et alors l'affaire ne s'arrête pas là, parce que les Venturi répondent à Paulet, et Paulet répond aux Venturi, donc il y a un troisième article. Donc ça, c'est juste pour souligner qu'on voit que cette controverse, elle commence à fonctionner toute seule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai débat qui s'engage dans les colonnes des revues à propos de cette histoire de révolution, de savoir si étudier le paysage existant, c'est un acte révolutionnaire. Les deux architectes vont tomber aussi sous le coup des critiques de Thomas Maldonado. Thomas Maldonado, c'est quelqu'un d'important, c'est l'ancien directeur de la Hochschule für Gestaltung à Ulm. Il exhorte les designers à sortir de ce qu'il appelle la salle d'attente dans laquelle ils seraient, en fait.
et de participer, il encourage les architectes à participer à la transformation radicale de la société, qui est absolument nécessaire selon lui. Et de ce point de vue, Maldonado, il juge très sévèrement le livre des Venturi, le texte des Venturi, parce qu'à l'époque c'est encore qu'un article, selon lui, il voit dans le texte des Venturi une sorte de nihilisme culturel qui, consciemment ou non, exalte le statu quo. Donc il voit du statu quo et certainement pas de la révolution dans Learning from Las Vegas. Donc les Venturi sont en train de devenir les anti-utopistes par excellence. En fait, Frampton, comme Maldonado, suspecte les Venturi d'être fascinés par la société de consommation et le capitalisme qui brille, selon eux, de tout leur feu sur les bords du strip de Las Vegas. Avec cette diatribe aux accents marxistes, Frampton, en fait, politise terriblement ce qui n'était à la base quand même qu'une discussion entre architectes, mais dont on voit qu'en 1970, elle a pris une ampleur absolument considérable. Ils sont même des contre-révolutionnaires. Leur intérêt pour la culture commerciale les a rendus clairement suspects de nixonisme, le mot revient de plus en plus à l'époque, c'est-à-dire de soutien actif à la politique menée depuis 2 ans par l'administration républicaine. Pour Adalys Huxtable, leur architecture est une architecture contestataire, une protest architecture, parce qu'elle conteste justement les canons en place. Alors on voit désormais que la controverse qui fait rage autour de Learning from Las Vegas est l'occasion en fait pour tout un tas de gens de remettre en cause les modalités de l'engagement social pour les architectes à un moment historique où après une décennie entière d'activisme et d'espoir, la rhétorique révolutionnaire marque le pas. La question qui se pose en fait à travers cette controverse Learning from Las Vegas telle qu'elle a déjà commencé, c'est tout simplement qu'est-ce qu'être de gauche pour un architecte en 1968-1970 ? Qu'est-ce qu'être de gauche dans l'Amérique de Nixon ? On voit en fait s'affronter à travers les arguments autour de Learning from Las Vegas une vieille gauche démocrate et libérale, c'est les Venturi, qui s'affrontent à une nouvelle gauche radicale, une New Left, qui prétend en fait reprocher justement à cette gauche libérale sa compromission avec le système. Le débat en fait est très très vif et Learning from Las Vegas en participe. Donc ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette première séquence, c'est qu'un livre d'architecture participe et est au cœur d'un débat et d'une problématique beaucoup plus large, qui est tout simplement l'identité de la gauche américaine au début des années 70. Donc on avait vu qu'avant ils étaient contre-révolutionnaires et maintenant ce sont des anti-architectes. Il conclut son article en disant « Le venturisme est un état d'esprit mais pas une philosophie de projet ». Donc c'est quand même une attaque assez terrible pour des architectes. Donc on voit qu'en quelques années, grâce notamment à Learning from Las Vegas, l'architecture et l'urbanisme vont s'imposer comme l'un des sujets d'étude pour les Cultural Studies. Et l'ouvrage, voilà, donc je le disais, tombe à point pour tous ces gens qui sont en train de construire une nouvelle science, fondée sur l'étude de la culture populaire et de la culture américaine. Donc voilà, je vous ai parlé de 2 thèmes qui sont récurrents dans la controverse, qui sont la révolution, ou la question de la révolution ou la question de l'engagement social pour les architectes. Et puis le deuxième thème qui est celui du goût populaire et du populisme qui traverse la controverse. On voit qu'en fait ces 2 thèmes s'articulent pleinement, la question politique et la question esthétique, et la plupart des architectes, qu'ils soient américains ou européens, ne peuvent concevoir leur tâche sans engagement moral, politique ou social. Et évidemment, Learning from Las Vegas, de ce point de vue, apparaît comme une sorte d'insupportable provocation, comme une rupture inacceptable avec ce qui est un marqueur de l'identité des architectes. Et j'espère en fait lui avoir rendu un peu de son efficacité critique, en tout cas en montrant qu'un certain nombre de thèmes qui le traversent, de débats qui sont potentiellement en lui, en fait, sont aussi intéressants pour nous, pour penser la situation contemporaine. Je crois que de manière un petit peu étrange, tout un tas de questions qui sont montées dans la controverse, qui sont descendues, en fait, semblent remonter aujourd'hui. Et tout d'un coup, une nouvelle lecture, une lecture un peu critique de ce livre, peut nous donner des arguments pour nous-mêmes débattre de ces questions aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention.